BFM TV, BFM Politique, Guillaume Daret. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour BFM Politique. Alors que la guerre entre l'Ukraine et la Russie se trouve à un moment clé, Vladimir Poutine a proposé une trêve de Pâques de 24 heures acceptée par Volodymyr Zelensky. Est-ce que c'est un tournant dans ce conflit? Est-ce qu'il faut y voir les prémices de la fin de cette guerre? Bernard-Henri Lévy, qui s'est rendu à de multiples reprises sur le front, nous donnera son analyse dans un instant. Poutine, Trump, Netanyahou, quel regard porte-t-il sur ce que certains décrivent comme un monde de prédateurs? Juste avant cela, c'est le journal avec Ronald Gatrange. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un journal qui va se téléporter à Place Saint-Pierre de Rome. Image en direct avec ce qui est le moment fort traditionnel des fêtes de Pâques pour les catholiques du monde entier et qui pourrait être un peu particulier. Clémence Dibou, grand reporter BFM TV, est avec moi sur le plateau. On va retrouver Antoine Forestier. Vous êtes sur place à quelques mètres de ce balcon où on attend, où des millions de catholiques espèrent voir le pape François dans un instant. C'était impensable il y a quelques semaines et c'est désormais possible. Oui, des millions de catholiques devant leur télévision, des milliers de catholiques ici, place Saint-Pierre, qui sont désormais les yeux rivés sur ce balcon. Il y a quelques minutes, les fenêtres se sont ouvertes, on a installé une caméra, un photographe, les rideaux se sont refermés depuis, et cela fait maintenant une dizaine de minutes que ici la foule attend en silence l'arrivée du pape François. On rappelle qu'officiellement, le Vatican n'a jamais dit officiellement que le pape allait pouvoir s'exprimer aujourd'hui. Depuis une semaine, ce sont des annonces surprises, des visites surprises qu'effectue le pape François à chaque fois. Mais aujourd'hui, il y a un moment important, c'est la bénédiction Urbi et Orbi, et il est le seul à pouvoir effectuer cette bénédiction. Il est donc probable que d'ici quelques minutes, il arrive ici au balcon. La dernière fois qu'il avait prononcé cette bénédiction, c'était à Noël, alors que la foule est en train d'acclamer à l'instant. Ils sont impatients apparemment. Il avait notamment demandé à ce que les armes cessent sur les terrains de guerre, et il s'est exprimé pendant une quinzaine de minutes. Il est peu probable qu'il puisse parler aussi longtemps. Le pape François est encore très affaibli après sa sortie de l'hôpital il y a maintenant un mois. Hier, il avait été aperçu dans la basilique, avait prié avec des fidèles, et tout à l'heure, on l'a appris, il s'est entretenu quelques minutes seulement avec le vice-président américain James David Vance. C'était il y a une demi-heure à peu près, et désormais, ici, maintenant, la foule attend l'arrivée du pape François, et c'est le cas à l'instant. A priori, le voici, avec tout d'abord cette croix qui sort. Les rideaux se sont ouverts à l'instant, la foule s'est acclamée. On ne l'aperçoit pas pour le moment. Il est probable que le souverain pontife fasse son apparition d'ici quelques minutes. Le voici à l'instant en direct, vous pouvez le voir sur ces images. Le pape François et la foule qui s'exclament ici. Ils attendaient ça avec impatience. Cela fait plusieurs jours que nous sommes ici à Rome et que les pèlerins nous indiquaient que c'était pour eux important de voir le pape François, même quelques minutes. Je vous propose de vivre ce moment ensemble en direct. Voilà, pour l'instant, pas de prise de parole du pape François. Ce sont les orchestres en contrebas qui jouent de la musique. A priori, c'est une bénédiction Urbi et Orbi qui est attendue dans quelques minutes. Une bénédiction à la ville et au monde, qui est toujours un moment important pour les catholiques du monde entier. Un moment rare qui a lieu lors des festivités de Pâques, lors des festivités de Noël également, et qui est attendu par les dizaines de milliers de personnes qui sont attendues ici. C'est l'hymne italien qu'on vient d'entendre à l'instant. On a entendu dans la foule également à de nombreuses reprises Viva el Papa de la part de ces fervents catholiques présents ici. Dans cette année importante, ici à Rome, c'est une année de jubilé, une fête catholique qui n'a lieu que tous les 25 ans. Il y a un micro qui est en train d'être allumé, il me semble, et qui va s'approcher du pape. La prise de parole du souverain pontife est a priori imminente. Nous sommes en direct de la place Saint-Pierre au Vatican. Week-end pascal, bénédiction Urbi et Orbi, et peut-être les mots du pape François, 88 ans, extrêmement faibles. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua.
maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. Voilà quelques mots seulement de la part du pape François qui vient de souhaiter une joyeuse Pâques à toute la foule présente. Joyeuse Pâques souhaitée par le pape François, qui a remercié ses frères devant ces milliers de fidèles à Saint-Pierre. Cristo è risorto, alleluia. Oggi nella Chiesa finalmente risuona l'alleluia. Riecheggia di bocca in bocca, da cuore a cuore. E il suo canto fa piangere di gioia. Clémence, quelques mots extrêmement courts. Bonne fête de Pâques. Frères et sœurs, bonne fête de Pâques. Je viens délivrer un message aujourd'hui. Voilà, c'est quelques phrases du pape François. On voit qu'il est extrêmement faible. On voit qu'il ne pouvait pas tourner la page, par exemple. Il a des problèmes de souffle, de respiration et de parole après cette double pneumonie. Il est sorti de l'hôpital il y a 15 jours. C'est vrai que jusque-là, il n'avait fait aucune apparition programmée. C'était quelques apparitions surprises qui avaient l'avantage de ne pas décevoir. Et là, cette fois-ci, c'était attendu. C'était pas programmé, mais en tout cas, il s'est exprimé devant la foule. Attendu, espéré et visiblement apprécié par des milliers de fidèles. Merci beaucoup Clémence, merci beaucoup Antoine Forestier. On voulait absolument vous montrer cette image importante pour ce week-end pascal, bénédiction Urbi et Orbi, les mots du pape François. Juste avant, évidemment, de retrouver Guillaume Darey pour BFM Politique avec son invité Bernard-Henri Lévy. Bonne émission, Guillaume. BFM TV, BFM Politique, Guillaume Darey. Vous êtes bien sur BFM Politique. Merci d'être avec nous pour un week-end pascal particulier parce qu'il y a une actualité internationale particulièrement forte. Le président russe hier a décrété une trêve de 24 heures dans la guerre avec l'Ukraine. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Écrivain, essayiste, philosophe. Votre dernier ouvrage d'ailleurs, c'est Nuit blanche aux éditions Grasset. On le disait... des actualités internationales extrêmement présentes. On va revenir avec vous, bien sûr, sur cette situation entre la Russie et l'Ukraine. Vous êtes souvent rendu sur place. À mes côtés, Amandine Atalaya pour vous interroger, éditorialiste BFM TV, et Jules Péquenard de la Tribune Dimanche, notre partenaire. Bonjour Jules. Alors on le disait, Vladimir Poutine a proposé hier une trêve de 24 heures pour Pâques. Elle doit prendre fin la nuit prochaine. Est-ce que vous saluez cette initiative? Comment vous l'analysez? Non, je ne la salue pas. Je ne pense pas que ce soit une actualité forte et je pense que c'est une mascarade. Pourquoi une mascarade? Quand on a bombardé il y a 8 jours, le jour du dimanche des Rameaux, la ville de Soumy, à l'ouverture de la semaine de Pâques, lorsqu'on y a fait le carnage dont vous avez parfaitement rendu compte, on n'a pas le culot 8 jours après de décréter une trêve de 30 heures. C'est absolument... c'est même extrêmement choquant. Le président Zelensky, lui, il a accepté une trêve de 30 jours, il y a déjà des semaines, et une trêve inconditionnelle, sans condition. Ça, c'est un geste de paix. Poutine, c'est une blague. Pour vous, c'est une blague, une mascarade, vous dites? C'est une mascarade. Mascarade destinée probablement au public américain, destinée aux émissaires de Donald Trump, dont j'espère qu'ils ne se laisseront pas abuser par ça. Mais enfin, c'est pas... Non, mais je vous dis ça parce que j'entends dire partout une actualité forte. Vous y croyez pas? D'abord, j'y crois pas, parce qu'elle n'est pas respectée. Hier soir, 2 heures après l'annonce de cette trêve de 30 heures, j'avais au téléphone un copain, un ami à moi, qui est à Kherson, et qui me racontait comment un quartier de Kherson... Qu'est-ce qu'il vous a dit? ...était bombardé, qu'il y avait un immeuble qui venait d'être détruit par un missile dans le quartier de Dnipropetrovsk, qui est un des quartiers de Kherson, libéré par les Ukrainiens il y a maintenant 2 ans. Donc, j'y crois pas parce que ça s'est pas réalisé et vous savez quand dans une armée en général et comme celle-là en particulier, on décrète une trêve, c'est comme en 1918. La trêve, elle est respectée à l'instant même. On peut pas dire qu'il y a des soldats perdus qui ont continué à tirer à Kherson alors qu'ils n'ont pas tiré à Pokrovsk. Donc, j'y crois pas. 2, 30 heures, c'est une blague. Et 3, je vous le répète, quand on a offensé
tous les chrétiens du monde et martyriser des dizaines et des dizaines de corps à Soumy en choisissant le dimanche des Rameaux, quand les catholiques, quand les chrétiens de Soumy préparaient Pâques, on n'a pas le culot de venir après avec le patriarche Kirill, qui est un mafieux notoire, de venir prendre des airs contris et des airs de bons samaritains, comme on l'a vu sur les images, en disant qu'on va célébrer la Pâque orthodoxe. Le président Zelensky, lui, a accepté cette trêve et il dit il espère qu'elle dure plus de 30 heures. Le président Zelensky, il a accepté la trêve que lui ont proposé les Américains à Jeddah il y a 30 ou 40 jours. Il a accepté la trêve depuis longtemps. Le président Zelensky, ça fait 3 ans qu'il accepte la trêve, 3 ans et quelques semaines qu'il dit qu'il veut la paix, que son peuple veut la paix, qu'il n'est pas taillé pour la guerre, qu'il n'a pas été élu pour ça, qu'il n'est pas... voilà, il a été président Zelensky, c'est un héros. Un héros, c'est quelqu'un qui a été plongé dans des conditions complètement inconcevable et qui s'est bien tenu et qui s'est conduit avec grandeur. Mais c'est pas un chef de guerre, c'est pas un homme de guerre. Il l'est aujourd'hui. Il conduit cette guerre de manière admirable. Il est de la trempe de Winston Churchill ou de Charles de Gaulle, avec la différence que lui n'a pas été formé pour faire la guerre. Et ça, c'est les hommes les plus... Vous savez, il y a un mot d'André Malraux que je trouve toujours si beau, qui dit que les hommes qu'il a le plus admirés en ce monde, ce sont les hommes qui ont fait la guerre, qui l'ont faite bien et qui l'ont gagnée sans l'avoir aimée. Faire la guerre sans l'aimer, ça c'est Volodymyr Zelensky. Amandine. Finalement, ces dernières semaines, enfin ces derniers mois même peut-être, on finit par se dire que Vladimir Poutine est le seul maître de ce jeu, non ? Est-ce que ça n'est pas votre sentiment que ni Trump ni Zelensky n'ont aujourd'hui réellement les cartes en main ? Et est-ce qu'à vos yeux, Vladimir Poutine souhaite la fin de cette guerre à un horizon proche ou pas du tout ? Vladimir Poutine, je ne crois pas, hélas, qu'il souhaite la fin de cette guerre. S'il a un souhait, c'est la destruction de l'Ukraine. Ça, c'est son souhait numéro 1. Mais destruction son souhait complète quand est-ce qu'il s'arrêtera, en fait ? La destruction aussi grande que possible, en tout cas jusqu'à la mise sous tutelle. Ce que souhaite Vladimir Poutine, c'est que l'Ukraine, comme entité politique, comme nation, disparaissent du paysage, en tout cas de son paysage propre. Ce qu'il décide après, ce qu'il souhaite après, parler de ses souhaits, c'est de s'en prendre aux pays baltes ou à la Pologne, sans parler de la Géorgie ou de la Moldavie. Donc, Poutine, il faut l'écouter. Il le dit. Vous savez, le problème, l'avantage... Il y a 2 écoles là-dessus. Ceux qui pensent qu'une fois son désir d'Ukraine assouvi, il s'arrêtera là, et puis ceux qui pensent comme vous... Mais je ne crois pas qu'il... mais sur quel fondement on peut être certain de ça ? Mais sur le seul fondement sérieux. Il y a un fondement sérieux, et c'est l'avantage avec les dictateurs, c'est qu'ils disent ce qu'ils vont faire. Ils l'annoncent toujours. Hitler avait écrit Mein Kampf, et Poutine, il fait des discours chaque année au club Valdai, qui est un club près de Moscou, qui est une espèce de micro-Davos un peu minable, mais où s'exprime Poutine chaque année avec les stratèges qui l'entourent et les intellectuels qui l'entourent. Vous arrêtez juste une seconde, vous dites Poutine, c'est Hitler ou pas ? Je ne dis pas que Poutine, c'est Hitler, parce que Hitler, c'est comparable à rien. Mais Poutine, en revanche, est le nom, aujourd'hui, avec l'islamisme radical, du pire pour l'Europe et pour le monde. Et d'ailleurs, je dis avec l'islamisme radical, et j'ajoute que les deux ne sont pas sans lien. Parce que ça, on ne le dit pas suffisamment. J'avais donné il y a quelques mois une interview au Figaro, j'avais expliqué ça très clairement. Comment la vraie grande alliance, que hélas, trop peu de gens voient, c'est l'alliance entre le poutinisme et l'islamisme radical. Ça passe par des tas de canaux. Par exemple, l'Iran. Est-ce que vous savez qu'il y a 3 semaines, il y a eu des manœuvres maritimes extrêmement sérieuses, conjointes, entre l'Iran des gardiens de la Révolution et la flotte russe. Il y a un pacte d'acier aujourd'hui entre l'Iran et Poutine et la Russie. Une partie de l'armement, soutien absolu. L'un des sujets des conversations récentes entre Poutine et les émissaires de Trump, c'est Poutine prétendant qu'il était en train de leur arranger le deal avec l'Iran, qu'il était le bon interlocuteur, qu'il avait les clés de Téhéran. Donc,
Hitler, j'en sais rien, mais grand danger pour l'Europe, grand danger pour l'Occident, grand danger pour nos valeurs, ça, je le crois profondément. Alors justement, les Américains. Sur la trêve, donc vous ne prenez pas au sérieux cette trêve décrétée par les Russes, mais étant donné que les Américains ont donné le sentiment qu'ils allaient peut-être quitter les négociations, en tout cas lâcher, se retirer des négociations, est-ce que c'est un coup de bluff d'après vous, qui a été réussi? Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré qu'il fallait déterminer, je cite, dans les prochains jours, si la paix est faisable ou non. Si cela n'est pas possible, nous devons passer à autre chose, car les USA ont d'autres priorités. Est-ce que vous estimez que les États-Unis ont bien joué leur jeu de ce point de vue? Comme disait le président Zelensky à Donald Trump dans cette scène très embarrassante du bureau ovale, c'est pas un jeu. Et vous savez, quand Trump lui dit vous n'avez pas les cartes en main, et Zelensky lui répond avec ce sens de la répartie historique qu'il a toujours eu, Monsieur le Président, je joue pas aux cartes, je défends mon peuple et je sauve les enfants d'Ukraine. Est-ce qu'ils ont fait un coup de bluff réussi de... Mais je sais pas si c'est un coup... Comment vous évaluez leur... Vraiment, non mais c'est vrai que l'Ukraine, j'y suis allé beaucoup. J'ai passé du temps avec les combattants ukrainiens, avec les familles des enfants déportés, etc. Et j'arrive pas à raisonner en ces termes-là. Bluff, jeu, un coup. Non mais je sais, non mais je vous fais, c'est pas un reproche. Non, je sais. Mais j'arrive pas à entendre ça. Pour l'instant, moi, ce que je sais, c'est qu'à l'heure où nous parlons, il y a des combats qui continuent et des enfants qui continuent d'être massacrés dans les immeubles de la région de l'Oblast de Donetsk. Et quand Donald Trump dit, si ça avance pas, on va se retirer parce qu'on a d'autres priorités, qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, je dis que l'Amérique, telle que je l'ai aimée et telle que je continue de l'aimer, si Donald Trump fait ça, elle aura signé un arrêt, pas de mort, mais un arrêt de coma qui va durer quelques années. Parce que la grandeur de l'Amérique, c'est ça, une grande puissance, c'est quoi? C'est pas seulement une puissance qui met des tarifs à droite et à gauche. Une grande puissance, c'est une puissance qui veille à ce que l'ordre international soit respecté, à ce qu'on ne vive pas dans la jungle. Vous étiez en Ukraine il y a une dizaine de jours. Oui. Concrètement, sur le terrain, qu'est-ce que vous avez vu? Quel est l'état d'esprit des soldats ukrainiens? Alors, ce que j'ai vu, je l'ai vu filmer, et vous le verrez, j'espère, bientôt, c'est des soldats ukrainiens. Qu'est-ce que je vous dis? Je ne crois pas être trop excessif en le disant, admirables. Admirables. C'est-à-dire, plus que jamais, décidés à défendre leur pays et leur famille, plus que jamais convaincus qu'ils défendent les valeurs de l'Europe et qu'ils sont la barrière de l'Europe, plus que jamais convaincus qu'ils ont un rôle dans l'histoire de ce moment, et alors surtout pas du tout démoralisés. Ça, c'était à Soumy, où j'étais il y a 10 jours. Mais il y a quelques semaines avant, j'étais sur un autre front, qui est le front de Pokrovsk. Et à Pokrovsk, ça c'est important parce que vous en avez beaucoup parlé ici, il y a une brigade qui s'appelle la brigade Anne de Kiev. Cette brigade franco-ukrainienne, d'accord, voulue par la France, armée, formée à Paris, etc. Il y a eu toute une série d'histoires autour de cette brigade de Kiev. On disait qu'il y avait des désertions, elle avait été vendue à la découpe. Enfin, on a tout entendu. Moi, j'ai été embedded, comme on incorporé pendant quelques jours avec eux dans les rangs de la brigade, j'ai vu le contraire. J'ai vu une brigade magnifique qui est sur l'un des lieux les plus chauds du front et qui fait la guerre sans l'aimer, comme je le disais, mais qui l'a fait bien. Voilà. Et pas du tout cette atmosphère de démobilisation que on nous décrit trop souvent. Amandine. Puisque vous pensez que Vladimir Poutine ne s'arrêtera pas à l'Ukraine, est-ce que vous faites partie de ceux qui craignent ou qui pensent qu'une troisième guerre mondiale est possible et qu'une guerre sur le sol européen peut arriver au-delà même de l'Ukraine? D'abord, je pense que la troisième guerre mondiale, elle a commencé déjà, on y est, c'est une guerre mondiale différente. Oui, mais l'histoire ne se répète jamais à l'identique. Non, bien sûr. Vous voyez, guerre mondiale, ça correspond à une... Il y a aujourd'hui quelque chose, si vous regardez
l'Iran, si vous regardez la guerre commerciale avec la Chine, si vous regardez les velléités impériales de la Turquie, si vous voyez l'islamisme radical, si vous voyez le Hamas et le Hezbollah, ce qui reste du Hamas, mais qui est sérieux, et le Hezbollah, si vous voyez l'islamisme mondial, et si vous voyez Poutine qui donne la main à tout ça, à travers Kadyrov et à travers ses idéologues eurasiens, ça ressemble à une guerre mondiale. Après, sur le sol européen, réponse précise, si l'armée ukrainienne n'était pas là, si elle n'était pas là pour faire rempart, d'accord, là, je pense, oui, que les pays baltes auraient du souci à se faire. Parce que les gens vous disent, ah, mais attendez, vous voyez bien, ils n'arrivent même pas à avancer, ce qui est vrai. L'armée russe, que vous décrivez comme tellement redoutable, elle n'arrive même pas à avancer de plus de 2 kilomètres. Mais pourquoi elle n'arrive pas à avancer ? Elle n'arrive pas à avancer parce qu'elle trouve en face d'elle la meilleure armée d'Europe, l'une des meilleures armées du monde aujourd'hui, qu'est l'armée ukrainienne. Est-ce que le président Macron joue le rôle qu'il doit jouer ? On a vu que cette semaine à l'Elysée, il a réuni le secrétaire d'État américain, des responsables ukrainiens, des responsables européens. Est-ce qu'il est à la hauteur ? Pour l'instant, honnêtement, il fait de son mieux, oui. Je crois qu'il fait de son mieux et qu'il semble faire le job, absolument. On disait un instant, vous évoquez évidemment cet international, si j'ose dire, parfois des populismes. Alors, on parle de Poutine, on parle de Trump, on va parler dans un instant aussi de Benyamin Netanyahou. Ce monde que certains décrivent comme un monde de prédateurs. Comment est-ce que vous le voyez aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils disent de notre époque, ces responsables politiques-là ? Est-ce que vous direz que c'est un monde de prédateurs ? Oui, je crois que c'est un mot de Giuliano d'Arampoli dans son dernier livre, qui est un beau livre d'ailleurs, comme le précédent, Le Mage du Kremlin. Et je pense que le mot est juste. Un monde de prédateurs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la loi du plus fort. Ça veut dire la loi de la jungle. Ça veut dire qu'on ne s'embarrasse plus ni du droit, ni de la loi internationale. Ça veut dire que les forts dévorent les faibles. Et oui, c'est ça aujourd'hui. C'est cette boîte de Pandore-là qu'a ouverte Vladimir Poutine. Mais est-ce que ça n'a pas toujours été ça ? Non. C'était plus le cas c'était le cas dans certaines parties du monde, dans les périphéries du monde, et c'était déjà trop. Je me suis battu contre ça. J'ai fait des reportages sur les guerres oubliées du monde. Mais enfin, dans une grande partie du monde, ça n'était plus ça. Depuis 1945, il y avait quelque chose qui s'appelait l'ordre international, un ordre issu de la Seconde Guerre mondiale. Alors, il y avait avec un gros problème qui était l'Europe de l'Est, qui, elle, avait été capturée par l'Union soviétique. Mais ce gros problème-là, il avait été, entre guillemets, résolu en 1989, quand les peuples d'Europe de l'Est ont décidé de se révolter et de reprendre leur liberté. Mais face à ces prédateurs, on fait quoi ? Face aux prédateurs, on s'arme. Face aux prédateurs, on résiste. Et face aux prédateurs, on ne se couche pas, comme nous y invitent trop de leaders d'opinion, de dirigeants européens et français. Je pense à des tas de gens. Je pense à l'immense parti en France pro-Poutine qui dit qu'il faut pas exciter la bête, qu'il faut lui donner un peu pour pas qu'elle demande. Qui est pro-Poutine en France ? Qui est pro-Poutine ? Attendez, toute une partie de la. C'est peut-être le plus grand parti de France. Déjà l'extrême droite et déjà l'extrême gauche. L'extrême gauche, parti de Mélenchon. Et l'extrême droite, le Rassemblement national. Ceux-là, ils sont exactement sur la ligne que je vous décris. Eh bien, les origines de cette guerre sont pas claires. On ne sait pas qui a attaqué qui. Est-ce qu'il n'y a pas des responsabilités de l'Ukraine ? Est-ce qu'elle n'a pas provoqué la Russie avec ce désir étrange de vouloir rejoindre l'Europe et d'aspirer à la démocratie ? Ça, c'est les éléments de langage poutinien. Eh bien, on en parle dans un instant, justement. On va continuer d'évoquer avec vous ce monde de prédateurs et les conséquences, y compris qu'il peut y avoir sur la scène politique française. BFM Politique est de retour dans un instant. BFM TV, BFM Politique, Guillaume Daret. Vous êtes bien sur BFM Politique avec notre invité Bernard-Henri Lévy. Nous évoquons ces grands bouleversements du monde de l'actualité internationale, ce monde de prédateurs. On évoquait il y a quelques instants, bien sûr, cette trêve pascale entre la Russie et l'Ukraine, Vladimir Poutine, Donald Trump, mais également Benyamin Netanyahou qui marque l'actualité internationale ces dernières heures, puisque le Premier ministre israélien a opposé une fin de non-recevoir aux familles d'otages qui demandaient à mettre fin à la guerre à Gaza afin d'obtenir la libération des otages qui sont encore aux mains du Hamas et de leurs alliés. Est-ce que Benyamin Netanyahou a raison de dire « non, je n'arrête pas la guerre » ?
En tout cas, quel que soit le Premier ministre d'Israël, Netanyahou ou un autre, je ne pense pas qu'on puisse le mettre dans la famille des prédateurs. C'est pas un prédateur. Écoutez, Israël est un minuscule pays qui a la taille de 2 petits départements français, qui est environné par des pays hostiles, qui livrait et qui livre encore une guerre sur 7 fronts, qui se défend. Voilà, c'est pas ça un prédateur. On peut pas comparer ça. Quoi qu'on pense de Netanyahou, on ne peut pas le comparer à Vladimir Poutine ou à Erdogan ou à l'ayatollah Khamenei. Ça, j'en suis sûr. Est-ce qu'il a raison de dire je ne mettrai pas fin à cette guerre alors que les familles d'otages le demandent justement pour espérer récupérer leurs otages? Les familles d'otages, écoutez, je crois, je connais un peu le sujet aussi. J'ai eu l'occasion et le très grand honneur de m'exprimer devant elles un samedi soir sur cette place des otages qui est tellement émouvante. Les familles d'otages, elles sont divisées. Il n'y a pas les familles d'otages qui demandent ceci ou cela. Certaines pensent en effet, et elles ont peut-être raison, qu'il faut arrêter la guerre pour que les otages reviennent. Et d'autres pensent, parmi les familles d'otages, qu'il n'y a que la pression militaire qui peut faire revenir les otages. Et vous pensez quoi ? Moi, je pense que le Hamas n'a aucune intention de rendre les otages. Je pense que le Hamas sait très bien que la guerre s'arrêterait instantanément, que les souffrances des populations civiles palestiniennes et les souffrances des populations israéliennes cesseraient instantanément s'il rendait les otages. Or, ça fait 1 an et demi qu'il ne le fait pas. Voilà. Et il le fait pas parce ces otages sont sa monnaie d'échange, sont son trésor de guerre, et qu'il n'a pas l'intention de l'échanger contre quoi que ce soit. On apprenait ces derniers jours qu'il était en train de reconstituer une force relativement importante, plusieurs brigades, probablement 20 000 combattants noyés dans les lieux les plus peuplés de Gaza, avec l'intention de reprendre cette guerre par tous les moyens le plus rapidement possible. Je ne vois pas de signe de volonté de rendre les otages. Alors après, quelle est la bonne stratégie pour qu'ils les rendent ? Vous voulez savoir ce que je pense ? La meilleure stratégie pour le retour des otages, ce serait que les États parrains du Hamas, c'est-à-dire le Qatar et peut-être la Turquie, tapent sur la table, l'exigent, lui disent que c'est comme ça et que c'est fini, qu'on arrête la plaisanterie, qu'ils arrêtent de les soutenir, qu'ils arrêtent de les financer, qu'ils acceptent peut-être de les exfiltrer, de les accueillir où diable les accepte, mais qu'ils doivent rendre les otages. Ça, c'est la bonne méthode. Mais apparemment, personne ne le fait. Le président Macron, dont vous approuviez la stratégie diplomatique sur le front ukrainien, a expliqué qu'il fallait reconnaître un État palestinien. Alors on en parle depuis si longtemps, évidemment, mais est-ce que vous pensez que c'est la bonne stratégie ? N'est-ce pas la seule solution ? Certes, le Hamas s'est félicité de cette déclaration, mais au fond, n'est-ce pas la seule issue ? Non. Là, je pense que sur ce point, il se trompe. On en parle depuis si longtemps. Moi, j'en parle depuis 50 ans. De l'État palestinien. Ça fait 50 ans que j'en parle. J'ai même été le parrain de ce qui est probablement le meilleur plan de partage de la terre, qui était le plan de Genève, Bernard Kouchner et moi et quelques autres, qui était le plan de M. Abdel Rabo côté palestinien et de M. Bellin, côté israélien. Je crois qu'il y a un moment dans ma vie où je n'ai pas envie de parler de 2 États, un moment, c'est aujourd'hui. C'est celui-ci. Et c'est aujourd'hui pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le 2e État, l'État palestinien, il serait dirigé par qui ? Il serait dirigé par le Hamas. Il serait dirigé, si ce n'était pas le Hamas, par des crypto-Hamas qui diraient, voilà, ce qu'on n'avait pas réussi à avoir par les moyens de la paix. Donc Emmanuel Macron se leurre en disant cela ? C'est juste pour comprendre votre position là-dessus. En tout cas, il se trompe. C'est certain. C'est pas le moment. Et 1, parce que c'est une prime au terrorisme, c'est certain. 2, parce que les auteurs du 7 octobre sortiraient de cette effroyable aventure avec le halo, non seulement des martyrs, mais surtout des victorieux. Ils seraient des héros. Est-ce qu'on veut ça ? Est-ce qu'on veut
que le Hamas soit à Abu Dhabi, en Arabie Saoudite, les héros du monde arabe, les nouveaux Saladins, ceux qui ont réussi à faire plier le grand et le petit Satan. Tout cela, je pense, sous-tend il y a une autre question qui sous-tend cela, c'est votre soutien. Est-ce que vous soutenez toujours l'action du gouvernement Netanyahou, qui est soutenu, il faut le rappeler, par l'extrême droite la plus dure de l'échiquier politique israélien? J'ai jamais soutenu l'action du gouvernement Netanyahou. Non, mais attendez, je n'ai jamais soutenu l'action du gouvernement Netanyahou. Chaque fois que je le pouvais, quand j'étais en Israël, avant cette monstruosité du 7 octobre, et quand j'y étais un samedi, j'étais dans la rue pour protester contre l'action du gouvernement Netanyahou, c'est-à-dire la réforme judiciaire. Par contre, je soutiens la volonté de ramener les otages à la maison, et je soutiens la volonté de réduire le Hamas et sa force militaire à néant. Et je soutiens la nécessité de libérer le peuple palestinien, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, de la férule terrible qu'exerce le Hamas, le djihad islamique et tous les groupes qui leur ressemblent. C'est ça ma position. Je me fous du gouvernement Netanyahou. 50 000 morts quand même. Comment ? 50 000 morts quand même à Gaza depuis le début des opérations. D'abord, vous ne connaissez pas les chiffres, on les connaît. Non, on les connaîtra un jour. On les connaîtra un jour. D'accord. Et d'ailleurs, quoi qu'il en soit, que ça soit 50 000 ou que ça soit... Évidemment que c'est trop. Et évidemment que c'est horrible. Évidemment que c'est même pas la question de les comptabiliser, bien sûr. Mais qu'est-ce que je vous dis ? Il pourrait, je vous le répète, cette guerre s'arrêterait à la minute depuis 1 an et demi si le Hamas avait décidé de rendre les otages. Et si le Hamas avait décidé, comme l'a fait Yasser Arafat en 1982, lorsqu'il a été vaincu, si le Hamas avait décidé de prendre un bateau, Arafat c'était à Tripoli au Liban, et d'aller se faire voir ailleurs. En Libye. Non, c'était le Tripoli, le port de Tripoli du Liban, où un bateau grec ou français affrété par la Grèce ou l'inverse l'avait exfiltré. Amandine Atala, il y a une question pour vous. Vous deviez, en Israël, assister à une conférence sur l'antisémitisme et vous avez annulé votre venue lorsque vous avez appris que Jordan Bardella et Marion Maréchal y seraient finalement présents. Le Rassemblement national se présente aujourd'hui comme le meilleur rempart contre l'antisémitisme. Est-ce qu'on ne peut pas, à minima, se satisfaire de cette évolution en apparence ? Attendez, se satisfaire, non. Dire que c'est mieux, bien sûr que c'est mieux que Jordan Bardella dise qu'il est le patron d'un parti qui n'est plus antisémite, je m'en réjouis. Après, est-ce qu'il faut le croire ? Est-ce qu'il faut croire qu'on raye l'antisémitisme d'un vieux parti par décret ? Est-ce qu'il faut croire que par décision du bureau politique... Il peut y avoir une évolution, il peut y avoir un changement. Vous, il vous paraît stratégique ou je n'en sais rien. J'ai l'âge que j'ai, j'ai vu beaucoup de choses, je connais l'histoire du peuple juif, donc je suis prudent. Voilà. Et je ne crois pas sur parole quelqu'un qui me dit, voilà, on s'est réunis, on a décidé, on n'est plus antisémite. Bah, je suis prudent, j'attends de voir. Surtout quand j'apprends à chaque élection. Surtout quand j'apprends à chaque élection locale ou nationale ou législative, etc., qu'il y a des dizaines et des dizaines de candidats, ou des dizaines en tout cas, qui ont dû être invalidés et exfiltrés des listes du parti parce qu'ils étaient eux vraiment antisémites. Lors des surtout quand j'écoute. Attendez, quand j'écoute, j'ai rien dit à l'époque parce que je respecte les morts, mais à la mort de Jean-Marie Le Pen, vous avez entendu quand même les hommages qui lui ont été rendus par ses anciens compagnons de combat ou par ses successeurs. Ils se sont conduits comme des fidèles. Donc j'ai des doutes. Et par ailleurs, je sais, parce que j'ai pensé à tout ça, c'est pas le reporter de guerre, c'est le philosophe, entre guillemets, je sais que on peut avoir été antisémite et ne plus l'être. Évidemment, heureusement. Mais il faut un travail pour ça. Il faut aller au plus profond de soi. Il faut analyser, il faut se demander qu'est-ce qui a rendu ça possible, comment ça se désamorce. Il y a des gens qui ont fait ça, il y a des grands écrivains admirables. Mais Marine Le Pen et Jordan Bardella, pour vous, c'est Jean-Marie Le Pen ou c'est différent ? Mais tout est toujours... Bien sûr que c'est différent. Mais je demande simplement, je serais vraiment content si avant de mourir, j'apprends que tel ou tel que vous citez a fait ce travail en profondeur sur soi. Eux disent qu'ils l'ont fait. Ils disent qu'ils l'ont fait, oui. Ils disent qu'aujourd'hui, ils sont un bouclier contre l'antisémitisme. J'ai pas besoin de bouclier.
j'ai pas besoin de bouclier. Pour moi, les institutions de la République, pour moi, c'est un bouclier. Voilà. Moi, aujourd'hui, si je suis menacé par des antisémites violents, mon bouclier, c'est la police nationale. Mon bouclier, c'est les institutions républicaines. C'est la préfecture de Paris. C'est pas tel ou tel parti qui s'arroge le droit d'être mon bouclier. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Comment vous expliquez le rapprochement entre la famille Klarsfeld, par exemple, et le Rassemblement national ces dernières années? Comment je l'explique? Je ne sais pas. La famille Klarsfeld, je ne sais pas. Moi, je connais Serge Klarsfeld, en tout cas, qui est un homme admirable, qui m'a immensément enseigné, qui et qui lui prend en effet, je sais pas, il est peut-être plus optimiste que moi. C'est possible. Bernard-Henri Lévy, est-ce qu'à vos yeux, c'est un problème quand l'État, Marine Le Pen, ne puisse pas se présenter à la prochaine élection présidentielle, alors qu'elle est la favorite des sondages? Elle a recueilli près de 13 millions de voix lors de la précédente élection. Par exemple, Elisabeth Badinter dit, chez nos confrères du Point, qu'on ne peut pas être indifférent au destin de 11 millions de Français. J'ai l'impression qu'on lui a réservé un traitement particulier d'Elisabeth Badinter. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Attendez. Quoi qu'il en soit, il faut que les idées du Front National s'expriment pendant la prochaine présidentielle. 2, il faut que ces idées aient un candidat pour les porter. Et 3, j'ai une bonne ou une mauvaise nouvelle pour vous, il y aura un candidat. Que ce soit Marine Le Pen ou un autre, ou une autre, ou un autre, il y aura un candidat. On n'a pas privé 11 millions de Français de leur... Ça ne vous choque pas, cette décision de justice? Attendez. Non, ce qui m'a choqué, c'est l'exécution provisoire de l'inéligibilité. Ça m'a surpris, mettons. Mais comme je suis pas un expert en question de justice, c'est vrai que ça m'a surpris. Ça vous a mis mal à l'aise comme le Premier ministre? C'est pas une question de mal à l'aise. Je vous dis que ça m'a surpris. Parce que, voilà, en effet, le droit, oui, des fautes graves ont été commises, il est normal qu'elles soient sanctionnées. Et puis après, quand il y a une sanction, il y a une procédure d'appel. S'il y a une procédure d'appel, l'usage est que la peine est suspensive. Pourquoi elle n'a pas été, j'ai pas très bien compris. Alors Bernard, mais surtout, dites-vous bien que les idées du Rassemblement national, elles seront portées. Et il y aura un candidat. La politique et l'histoire ont horreur du vide. Il n'y aura pas de vide. Alors vous évoquiez tout à l'heure la France insoumise, question aussi de Jules sur cette... On passe à gauche. La députée européenne de la France insoumise, Rima Hassan, a été entendue cette semaine en audition libre par la police parce qu'elle est accusée d'apologie du terrorisme. Pour un tweet que je vais vous citer, il est assez désespérant et inquiétant de voir la France sombrer dans ce qui est désormais une complicité avérée du génocide en cours. Ça, c'est ce qu'elle a déclaré après son audition. C'est ce qu'elle a déclaré après son audition, sur ce qui se déroule au Proche-Orient. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous estimez que cette eurodéputée fait l'apologie du terrorisme? Elle le fait constamment. Depuis son entrée en politique, son rôle sur la scène politique française et à l'intérieur du LFI, son rôle dans cette espèce de comédie tragique d'ailleurs, orchestrée par Mélenchon, son rôle c'est apologie du terrorisme, c'est vrai, bien sûr. Et quant à génocide, jusqu'à quand faudra-t-il répéter que un génocide, c'est pas ça. Je veux dire, quiconque a un tout petit peu réfléchi sur l'histoire du XXe siècle et du XXIe siècle... Elle, pour le coup, a réfléchi. Elle s'est engagée sur le sujet. Je crois pas qu'elle réfléchit. En tout cas, elle prétend avoir beaucoup réfléchi. Oui, d'accord, mais on peut prétendre avoir réfléchi, ne pas avoir réfléchi. Je crois pas qu'elle ait réfléchi à ce qui s'est passé au Rwanda, à ce qui s'est passé au Darfour. Je crois pas qu'elle a réfléchi au génocide arménien, où il n'y avait pas de solution, où on allait vous chasser dans les déserts de Syrie, et où il n'y avait aucune échappatoire. Je ne crois pas qu'elle ait réfléchi à la Shoah, où le monde entier était devenu un piège pour le gibier juif pourchassé. Et je ne crois pas qu'elle a réfléchi au fait que c'est pas ça qui se passe dans la bande de Gaza. Si on élargit la focale, vous avez écrit que, d'après vous, Jean-Luc Mélenchon, vous êtes posé la question, est-ce que c'est vous ou lui qui avez changé au cours de ces dernières décennies, et vous arrivez à la conclusion que c'est lui qui avait changé. En quoi est-ce qu'il a changé, d'après vous, Jean-Luc Mélenchon? Je crois que la plupart des propos qu'il tient aujourd'hui, il ne les aurait pas tenus jadis, quand il était... Comment vous la décrivez, alors, cette évolution? Quand il était secrétaire d'État ou secrétaire d'État de François Mitterrand... Non, de Lionel Jospin. Ou de Lionel Jospin, ou quand il courtisait François Mitterrand dans l'espoir d'avoir un Marocain et qu'il voyait ses camarades lui passer devant, il tenait pas ce genre de propos. Mais vous le qualifiez comment aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon? C'est un républicain laïque. Il est plus républicain
il n'est plus laïque. Et il tient des propos qui flirtent dangereusement avec la ligne rouge de l'antisémitisme. Il n'est plus républicain. Pardon ? En quoi est-il sorti ? Pourquoi il n'est plus républicain ? Écoutez, un exemple, il y a quelques années déjà, rappelez-vous, on vient perquisitionner, la police républicaine vient perquisitionner dans les locaux de son parti, 2018. Et il brutalise le policier, il en vient quasiment aux mains, et il dit « la République, c'est moi ». Ah non. Lui, il était député, il est une petite part de la République. Mais la République, c'est pas lui. Ça suffit à en faire plus un républicain, ça ? Cette scène-là, Mélenchon, en blouson de cuir, se conduisant comme un voyou, avec un fonctionnaire républicain, alors qu'il est investi, en effet, de cette grande autorité qui est l'onction populaire. Oui, en effet, ce jour-là, il n'était plus républicain. J'ai lu que vous aviez dit que c'était, je cite, un tribun populiste flirtant avec des idées fascisantes. Oui, oui. Vous le rediriez ? Mais je le redirais, mais je le dis plus que jamais. Vous savez, quand on a soutenu Chavez et qu'on soutient Maduro, quand on estime que Bachar al-Assad, autrefois, au début de la guerre de Syrie, faisait le travail. Des idées fascisantes, Jean-Luc Mélenchon ? Mais qu'est-ce que c'est le fascisme aujourd'hui ? Les concepts se renouvellent. Le fascisme, c'est pas seulement des disciples d'Adolf Hitler avec des oriflammes nazis. Le fascisme d'aujourd'hui, je crois que c'était jusqu'à sa chute Bachar al-Assad, c'est peut-être d'ailleurs aussi certains de ses successeurs, par parenthèse, c'est Erdogan qui se conduit comme un vrai fasciste, c'est le Hamas, qui est une vraie organisation fasciste qui est née d'ailleurs comme ça, le Hamas, branche palestinienne des frères musulmans, les frères musulmans, c'est une organisation fasciste. Mais quand vous évoquez l'antisémitisme de la France insoumise, vous diriez pas que Jean-Luc Mélenchon est antisémite ? Écoutez, ils passent leur temps. Il n'y a pas une question politique posée à la France insoumise et à son grand leader Maximo, Jean-Luc Mélenchon, à laquelle ils ne répondent en évoquant la question palestinienne et en insultant les Juifs. Un exemple, il y en aurait 1000. J'ai parlé de ça 100 fois et honnêtement, ça me fatigue. Mais un exemple. Après le 7 octobre, alors que l'armée israélienne n'a pas encore répliqué, alors que la société israélienne est sous le choc, qu'elle ne comprend pas encore ce qui lui arrive, que tous les républicains de France sont sous le choc, et qu'il y a une manifestation organisée dans les rues de Paris, d'accord ? Oui. Une manifestation contre l'antisémitisme. Qu'est-ce qu'il dit, Mélenchon ? Il dit les soutiens du génocide sont de sortie. Il insulte les Juifs, les amis des Juifs, qui décident de défiler dans les rues pour dire leur horreur du 7 octobre en disant qu'ils sont, ceux-là, les manifestants, mais alors le soutien, les partisans du génocide. Quand on entend votre colère, Bernard-Henri Lévy, il y a quand même une possibilité politique pour qu'à la prochaine élection présidentielle, au deuxième tour, il y ait Jean-Luc Mélenchon face à un candidat du Rassemblement National, Jordan Bardella ou Marine Le Pen. Vous votez pour qui ? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y aura ça. Mais si y a ça, vous votez pour qui ? Il n'y a pas si. Un, il n'y aura pas. Deux, je refuse d'envisager. Demain, il y a un deuxième tour, Mélenchon, Le Pen ou Mélenchon, Bardella. Bernard-Henri Lévy, vous faites quoi ? Je refuse d'envisager cette hypothèse parce que je ne suis pas vous ne votez pas. Un veau qu'on amène à l'abattoir. Je compte me battre jusqu'à l'échéance dont vous parlez, avec mes petits moyens, avec les tribunes que vous m'offrirez, pour que ça ne soit pas comme ça. Pour qu'on n'ait pas, en effet, ce choix du diable. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. C'est le choix du diable pour vous ? Le choix de Marine Le Pen contre Jean-Luc Mélenchon, franchement, si la France du général de Gaulle, la France de Jacques Chirac en est là, c'est qu'en effet, nous sommes en enfer. Comment vous expliquez cette tentation des deux pôles extrêmes en France, cette montée ces dernières années des plus radicaux ? Pourquoi ? Mais c'est comme ça partout. C'est comme ça en Italie, c'est comme ça aux États-Unis, c'est comme ça en Hongrie. Parce que nous vivons aujourd'hui dans une... Je vous renvoie d'ailleurs au prochain numéro de la petite revue La Règle du jeu qui sera en librairie bientôt, qui est un numéro sur les années 30. Et on décrit, je crois, enfin c'est pas moi qui écris, c'est tout un groupe d'écrivains que nous avons rassemblés, qui décrivent assez bien ce glissement progressif qui fait qu'on croit de moins en moins aux valeurs démocratiques, qu'on croit de moins en moins aux idées libérales. Vous avez le sentiment qu'on est dans une autre forme d'années 30, c'est-à-dire qu'on glisse vers des régimes fascisants, non démocratiques, idéologiques. Je crois qu'on glisse de plus en plus, comme avant 1914, et comme dans les années 30, c'était les deux précédentes crises
crise de la conscience libérale, on glisse de plus en plus vers une incrédulité, je dirais ça comme ça, une incrédulité à l'endroit du paradigme républicain et démocratique. Il y a plein de gens qui sont même pas contre, mais qui disent juste c'est fini. Regardez, il y a une autre actualité internationale qui est très présente dans notre quotidien, c'est cette tension entre la France et l'Algérie. Je vous propose, regardez, cette double image que vous allez voir s'afficher derrière moi. D'un côté, Bruno Retailleau, de l'autre côté, le président Tebboune. Qui a la bonne stratégie entre les deux ? Bruno Retailleau. Entre les deux, ouais. Bruno Retailleau, mais sans hésiter un quart de seconde. Ce qui se passe en Algérie, honnêtement, c'est horrible. Et bon, moi, ça m'intéresse, l'Algérie. Il se trouve que j'y suis né. Mes parents, ils sont nés, ils ont passé leur jeunesse, donc c'est un pays auquel je suis attaché. Cette espèce de régime autoritaire, le sort qui est réservé à Boualem Sansal, cette mise au cachot d'un homme de 80 ans, malade, parce qu'il a dit 2 phrases, il a prononcé 2 phrases qui ont déplu, 2 phrases d'historiens. Tout ça est monstrueux et la France n'a aucune raison de se coucher devant ce régime-là. Elle doit là aussi assumer ses valeurs et des positions de fermeté. Là-dessus, Retailleau a évidemment totalement raison. Il y a des tas de sujets sur lesquels je ne serais pas d'accord avec lui, mais sa fermeté là-dessus, oui, bien sûr. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy d'avoir été notre invité. Merci Amandine, merci Jules. Vous restez bien sûr sur BFM TV dans un instant. Cette affaire suivante, Dominique Rizet, Ronald Guintrange.